Bonjour, bienvenue au Club TPBM, organisé en partenariat avec la Banque des Territoires, représenté ici par Richard Curnier, son directeur régional. Bonjour Richard. Bonjour à tous, bonjour à nos invités qui vont prendre la parole dans quelques instants et aux internautes qui nous suivent en direct. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur le chat et Esther Griff, notre journaliste, les posera pour vous d'ici 45 minutes. Alors pour ce nouveau Club TPBM, nous sommes en direct de Toulon avec Olivier Réal, notre journaliste varois. Nous allons aborder avec nos invités. Nous allons parler avec nos invités de la transition énergétique dans notre région à travers des exemples concrets portés par des collectivités, par une chambre de commerce et d'industrie et par un bailleur social. Nous aborderons bien entendu la question du financement de ces projets. Et justement, avant de commencer les échanges, une première question pour vous, Richard Curnier. Donc on va parler de transition énergétique avec nos invités. Ce n'est pas un hasard. Le groupe Caisse des dépôts a présenté son plan climat avec 40 milliards d'euros à la clé sur 5 ans. Et la Banque des Territoires, notamment en PACA, accompagnera les acteurs publics et privés dans la transition énergétique. Peut-être quelques mots justement sur cet accompagnement. Je voudrais saluer nos invités et puis bien évidemment les internautes qui nous suivent. Le plan climat est un élément important. C'est à la fois l'accumulation des engagements de la Banque des Territoires et de la Banque publique d'investissement. Vous connaissez tous la Banque publique d'investissement. C'est des actions en faveur de l'entreprise. Et puis nous, la Banque des Territoires, on est en faveur des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des consulaires. Et en fait, on a 3 axes. Le premier axe, c'est d'une part, c'est accélérer la promotion, la production d'énergie propre, avec au travers le photovoltaïque, l'éolien, l'hydrogène, et on en parlera. Et notre objectif, c'est de produire, dans le cadre du plan de relance, 9 gigawatts de production d'énergie propre. Donc, il y a quand même assez considérable. Deuxième axe, c'est la réhabilitation thermique des bâtiments publics et des logements sociaux. Donc là également, on se fixe un objectif ambitieux, 22 millions de mètres carrés à réhabiliter. Donc c'est quand même assez considérable, mais ça fait partie de notre objectif du plan de relance. Et puis le troisième axe, c'est la mobilité. Un tiers des émissions de CO2 sont dégagées par la mobilité. Donc on a une action volontariste et on le verra également sur des sujets avec la Chambre de commerce sur la partie hydrogène. Et là aussi, on se fixe des objectifs à la fois de remplacement de bus, notamment. Il y a 11 000 bus qu'il faudrait qu'on remplace, qui fonctionnent au diesel, qu'on voudrait qu'ils fonctionnent au gaz, à l'électrique et à l'hydrogène demain. Et puis, c'est aussi un déploiement de 50 000 bornes de recharge électrique aussi sur le territoire pour apporter une réponse très concrète. Voilà, en quelques mots, ce plan de relance, plan climat, donc 40 milliards sur la période 2021-2025. Les internautes qui nous suivent sont des acteurs publics et privés en charge de l'aménagement du territoire. Quel message voulez-vous leur faire passer? Ils ont tous des projets, ils cherchent des partenaires, ils cherchent à les financer. Vous êtes le représentant régional de la Banque des Territoires. À travers ce club TPM, on sait qu'on a les maîtres d'ouvrage publics, on a les bailleurs sociaux, nous avons les consulaires, les promoteurs, les architectes, les aménageurs et les investisseurs. Et donc, ce que je voulais, à travers ce webinaire, c'est au travers d'exemples très concrets, avec une petite collectivité, Madame le maire, et merci en tout cas d'être venue jusqu'ici à Toulon, et puis une métropole également, qui pourra parler un petit peu de son action, un bailleur social, je trouve que c'est très intéressant, puisque vous le savez, nous sommes un peu la banque des bailleurs sociaux, donc on a des actions volontaristes sur le logement, et puis une chambre consulaire pour montrer les exemples que nous avons mis en place. Alors ce webinaire se veut un peu inspirant, ça peut donner des idées et on est là justement pour apporter à la fois les exemples et apporter des solutions, en tout cas financières. C'est un webinaire inspirant et participatif aussi, donc les internautes qui nous suivent, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissements, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on les posera à la fin des interventions. Merci Richard Curnier. Bonjour à tous. Stéphane Guédon, vous êtes l'hôte de ces lieux en qualité de directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Où sommes-nous ici ? Bien, bonjour, ici nous sommes au Palais du Commerce et de la Mer. C'est un outil en fait que la Chambre de commerce et d'industrie du Var a développé pour organiser des séminaires, des formations pour les entreprises. Ce sont 2 étages entièrement modulables avec une vue sur la mer, sur les bateaux, sur ce qui fait l'activité de cet endroit. Et voilà, et c'est particulièrement apprécié par les entreprises qui viennent ici se réunir ou les collectivités. C'est un outil à disposition du territoire. Donc la proximité immédiate du port et de la mer est une transition facile vers les énergies nouvelles en matière de transport. Expliquez-nous, Stéphane Guédon, en quoi et comment la CCI du Var carbure désormais à l'hydrogène.
Alors en fait, la Chambre elle carbure à plusieurs énergies. Et en fait, tout a commencé par des projets européens qui nous ont permis de nous mobiliser sur les énergies nouvelles. Je pense notamment au gaz naturel et à d'autres énergies. Et puis il y a 3 ans, un des collaborateurs nous parlait d'hydrogène. Alors au début, il y a quelques années de ça, on se demandait tous ce que c'était. Et puis le président de la Chambre de commerce a dit banco, on y va. Et donc on s'est engagé dans cette nouvelle forme effectivement innovante d'énergie. Et donc on a développé ce qu'on a appelé l'ambition hydrogène, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble des ressources de la Chambre, des collaborateurs dans les différents services vers cette énergie, que ce soit au niveau maritime, au niveau terrestre, on y reviendra sans doute, au niveau de la formation professionnelle. Et on a notamment bâti au travers de cette ambition un projet qui s'appelle Innovar, qui regroupe un certain nombre de projets, une vingtaine de projets aujourd'hui. Et un des premiers exemples concrets, Richard Carnier le disait tout à l'heure, un exemple concret, on a bâti une société qui s'appelle Inomed avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des Territoires et avec Engie pour la distribution d'hydrogène. Stéphane Guédon, le marché devrait être mature à quelle échéance sur cette énergie encouragée par le gouvernement et comment cela se décline à l'échelle régionale? Rappelons, vous êtes le directeur de la CCI du Var, mais aussi de la CCI de région. Alors, il est déjà mature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des exemples concrets qui fonctionnent. On voit des véhicules, on a vu il y a quelques jours sur le port de Brégaillon un bateau également à l'hydrogène. Donc, je dirais qu'il y a une partie mature, et puis bien évidemment, il y a encore des évolutions, notamment sur le prix de l'énergie, et donc on doit accompagner, comme c'est notre ADN, on doit accompagner ces évolutions. Au niveau régional, ça se développe également. Madame le maire pourra en parler tout à l'heure. On a nos collègues de certains territoires de la région qui sont aussi engagés. On a travaillé, on a le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-Provence qui est président d'un groupe de travail national. On a le soutien du conseil régional qui nous a soutenus, M. Chenevard, depuis un moment sur ces sujets. Et on développe ensemble, alors à Marseille sur le port de Fos, avec le 04 dans notamment le stockage de l'hydrogène, nous sur la formation professionnelle, sur la distribution. On a une vraie logique régionale qui se développe, qui se met en place. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire seul, il faut faire tout cela ensemble. On est aujourd'hui à Toulon, on va parler de projet varois, mais aussi de projet des Alpes de Provence. Tout à l'heure, on donnera la parole à Mme Cossera, qui est la maire de Volonne. En attendant, pour revenir dans le Var, Richard Curnier, la Banque Territoire fait partie de cette aventure, notamment avec la CCI du Var. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon, avec quel partenaire et comment vous avez accompagné cette aventure? Stéphane Guédon l'a très bien dit, c'est effectivement l'hydrogène, c'est l'énergie de demain. L'énergie de demain, elle est encore très chère à produire. Et en fait, nous nous sommes associés à la Chambre de commerce dans ce projet parce qu'on a le même ADN. L'ADN de l'intérêt général, l'ADN de long terme, puis l'ADN, on est ancré dans les territoires. Et donc je trouvais que c'était un projet très intéressant parce que nous sommes rentrés dans cette société aux côtés de la Chambre de commerce et bien évidemment, il nous fallait un industriel, qui est Engie, pour développer le projet et pour montrer, c'est en fait un démonstrateur. Aujourd'hui, le projet sur Toulon, c'est un démonstrateur qui va alimenter à la fois les bateaux de la rade et puis demain, on l'espère en tout cas, les bus de la métropole. L'enjeu, il est là. Yannick Chenevard, l'énergie verte dans les transports touche directement le vice-président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée que vous êtes, avec une expertise particulière sur les mobilités. Cela se traduit comment sur votre territoire à travers l'hydrogène et plus globalement concernant les flottes terrestres et maritimes décarbonées? D'abord, ce qui paraît important de rappeler, c'est que une politique, quand c'est une politique appliquée sur du long terme, dont l'objectif est justement la réduction d'un certain nombre de toxiques que nous pouvons respirer, ça paye. Moins 34,69 de NOx entre 2011 et 2018 sur le territoire métropolitain. La moyenne régionale est de 19,9. Pourquoi ? Parce qu'avant même de parler hydrogène, et on va en parler, la stratégie a consisté justement à faire en sorte qu'il y ait plus de gens dans les transports en commun, qu'il s'agisse du réseau terrestre ou du réseau de bateaux-bus, qui est le premier réseau de France d'ailleurs, le réseau de bateaux-bus, et ensuite en choisissant des énergies, en faisant par exemple dans la commande de la flotte de bus terrestres un mix énergétique. Aujourd'hui, on fait du gaz. On a par exemple actuellement 50 bus à gaz qui roulent sur les 340 bus du réseau. Mais non seulement on fait du gaz, mais en même temps, on va dans quelques temps produire notre propre gaz à partir de la station d'épuration d'Almanar. Donc on est dans un cercle totalement vertueux. On fait de l'élec, bien sûr. Je pense qu'il n'est pas inutile, par exemple, de rappeler que sur le territoire toulonnais, le besoin en énergie électrique, il est d'à peu près 600 MWh. On produit 20% en interne, 20% en interne de ces 600 MW.
Et dans les 20%, en fait, il y en a 1%, c'est du solaire. Tout le reste, c'est de la production avec l'usine qui nous permet de traiter les déchets ménagers et qui produit de l'énergie électrique. Et donc 20% de l'ensemble, ça fait 110 ou 114 mégawatts. Et on verra tout à l'heure dans l'appel à puissance nécessaire pour alimenter les ferries sur les quais que ça n'est pas neutre. Donc oui, effectivement, la stratégie, elle paye. Et ce n'est pas une stratégie du petit coup, c'est une stratégie de long terme. Et c'est comme ça que nous l'avons souhaité avec Hubert Falco, en faisant en sorte que nous ayons au fil du temps, au fil de l'eau, puisqu'on est au bord de l'eau cet après-midi, au fil de l'eau, une stratégie de renouvellement de la flotte qui fait que désormais, nous sommes à 43% de la flotte du réseau Mistral qui est conforme à une réglementation qui ne s'appliquera qu'en 2025. Donc on est aujourd'hui très en avance. Donc vous êtes maire de Volonne. Votre département, les Alpes de Haute-Provence, est aussi concerné par le développement de la filière hydrogène. Que vous inspirent ces témoignages ? Effectivement, les Alpes de Haute-Provence, c'est aussi une vallée des énergies nouvelles. Donc historiquement, ces énergies, c'était l'hydroélectrique, la biomasse, le photovoltaïque. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé des usages de l'hydrogène, notamment donc, par le président. Et nous, on est plutôt sur l'amont, en fait, sur la production de cet hydrogène et sur son stockage. Donc, nous avons la chance d'avoir des cavités les géométhanes qui sont exceptionnelles et qui nous permettraient demain de stocker cet hydrogène. Et nous avons aussi, puisque faire de l'hydrogène, si on veut que ce soit vertueux, il faut qu'il soit produit à partir d'une production propre, donc le photovoltaïque. Nous avons un potentiel de photovoltaïque extrêmement important sur le département. La question, c'est comment nous allons pouvoir mobiliser ce potentiel pour pouvoir produire demain cet hydrogène et en développer tous les usages qui viennent d'être indiqués. Donc le projet iGreen, bien sûr, est le fer de lance sur notre territoire porté par la DLVA. Stéphane Guédon, revenons vers vous à propos de l'électrification des quais dans la rade de Toulon. Comment la CCI, concessionnaire des installations, apprécie cette modernisation ? C'est effectivement très important. On travaille bien sûr en parfaite harmonie et de concert avec la métropole. Et depuis un moment, on s'est posé sur ce problème effectivement de réduction des pollutions. Et donc ça passe bien évidemment par de nouvelles sources d'énergie. Alors il y a les bateaux eux-mêmes qui font de gros efforts, et notamment je pense à Corsica Ferries, par le changement des modes de propulsion. Enfin, ce sont de gros investissements, ce sont de gros chantiers, mais qui sont engagés. Et puis quand ils sont à quai, pour réduire l'émission de gaz toxiques pendant les passages à quai, eh bien, on travaille de façon très concrète. On a appelé ça CENAC, l'électrification des navires à quai. C'est une connexion des navires à quai. C'est en fait un projet qui nous permet, avec l'électricité, mais pas seulement l'électricité, aussi avec l'hydrogène qui vient en apport, de pouvoir trouver des sources d'énergie qui permettent en fait de connecter tous les navires qui viennent à quai. Et je crois, mais Monsieur le Vice-président le dira, Toulon veut être un leader en la matière, le premier port qui transformera sa source d'énergie en énergie nouvelle et non polluante. Yannick Schoenvar, vous êtes directement concerné par le sujet au titre du Conseil portuaire de la métropole que vous présidez, mais aussi en qualité de vice-président en exercice de la région, qui est un autre acteur essentiel de cette démarche d'électrification. Quel investissement pour les collectivités et quel impact sur l'environnement? On y revient. La première question, c'est effectivement pourquoi? Et la réponse vient tout de suite quand on regarde le tableau du plan de protection de l'atmosphère. Et quand on regarde là aussi les objectifs 2025, on se dit que la connexion des navires à quai pour 80% des escales, donc c'est-à-dire pour quasiment pour tout, pas quasiment, pour tous les ferries, elle va faire, c'est important de relever ce chiffre, baisser de 527% les NOx. Et puis, puisque dans le carburant, on a un peu de soufre, on va rajouter de 17,6% le soufre. Donc, ce n'est pas anodin. Et même si l'investissement est énorme, on dépasse les 20 millions d'euros d'investissement, avec un investissement majeur de la part de la métropole, qui est le financier principal, mais également la région, le département, la DESIL et l'Europe. Donc on se retrouve avec un financement croisé dans une opération qui est à l'échelle régionale appelée escale zéro fumée. Et si on fait un peu d'histoire, on va se rendre compte que sur le territoire, et vous l'avez dit, monsieur le directeur de la CCI, sur cette rade,
qui est exemplaire et que nous voulons là aussi continuer il faut que nous puissions assurer un développement harmonieux de cette rade, mais en même temps, il faut que nous puissions atteindre un objectif qui a été fixé par le patron de la maison. Et cet objectif, c'est quoi? C'est de faire de Toulon le port le plus propre de la Méditerranée. Et Toulon, c'est un port civil, mais c'est évidemment un port militaire. C'est le premier port militaire d'Europe. Il faut que les gens sachent qu'on va brancher bientôt les ferries à quai, mais les bâtiments de combat qui sont dans la base navale, ils sont branchés depuis les années 50. C'est-à-dire que, et voire même un peu avant. Donc la qualité environnementale de la rade de Toulon, compte tenu de ce que je viens de vous dire, va considérablement s'améliorer. Donc on peut assurer son développement, avoir un développement touristique, avoir un développement économique, sans forcément faire de la sanction en permanence en direction de tous les acteurs d'un territoire. On doit accompagner, on doit essayer de comprendre. Essayer de comprendre, c'est, j'allais dire, regarder suffisamment un certain nombre d'éléments, d'indicateurs pour pouvoir définir une stratégie et ensuite s'y tenir. Donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est du long terme. C'est aussi une excellente chose pour l'attractivité de la ville et pour l'attractivité de la métropole, puisqu'on est sur des notions de qualité de l'air et de qualité de vie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on vit évidemment mieux sur un territoire où la qualité de l'air est évidemment améliorée. Et tout à l'heure, je vous expliquais la baisse des 34,69 des NOx, c'est quand même significatif, c'est énorme. Et nous, on va continuer, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand nous avons évoqué les notions d'hydrogène, mais on va brancher les bateaux à quai. Oui, on va d'ailleurs, dans le cadre de ce branchement, techniquement, assurer un apport d'énergie avec une ombrière et des panneaux voltaïques. On va stocker sur des batteries, mais on va aussi, monsieur le directeur, on va aussi utiliser l'hydrogène pour produire le besoin énergétique dont nous avons besoin. Et de l'autre côté, dans la petite rade, là où nous avons ce fameux premier réseau de bateaux-bus de France, on est en train aujourd'hui de réfléchir à la façon dont nous pourrons commander le renouvellement d'une partie de cette flotte avec justement de l'hydrogène. Et pas seulement, puisqu'on imagine aussi, dans le cadre du transport en commun en site propre, demain, travailler avec des vecteurs de 24 mètres dont nous pensons qu'ils pourraient être ailleurs. La deuxième partie de ce club TPBM consacrée à la transition énergétique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous allons parler de construire différemment, de rénover, d'isoler. Avant de continuer à donner la parole à nos invités, je voulais dire aux internautes qui nous suivent aujourd'hui et qui sont nombreux, si vous voulez réagir, si vous voulez poser des questions, avoir des précisions, vous pouvez les indiquer sur le chat et notre journaliste les posera à la fin de ces interventions à nos invités. Alors, s'agissant de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, on peut agir sur la production d'énergie nouvelles, comme on l'a vu, on peut agir sur les transports, mais aussi on peut agir sur le bâtiment. C'est le sujet que nous allons aborder dans cette deuxième partie. L'accompagnement thermique des collectivités est d'actualité pour vous, cher Curnier. Il n'y a pas longtemps, à la faveur d'initiatives avec la commune de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, vous avez signé une convention un petit peu innovante. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ça intéressera nos internautes sur toute la région. On est dans le cadre de la réhabilitation thermique des bâtiments, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule. Et on a signé effectivement une convention avec la ville de Grasse. Alors, le préalable, c'est que la Banque des Territoires a récupéré l'ensemble des datas des collectivités. Et aujourd'hui, on a, j'ai envie de dire, toutes les données des collectivités sur leur patrimoine. Sur les bâtiments publics, la superficie, l'usage, si c'est un bâtiment administratif, un bâtiment scolaire, l'année de construction, et ça permet déjà de voir à peu près les bâtiments qui sont énergivores. Et il nous manquait une donnée, c'est la consommation électrique. Et donc on a signé une convention avec la ville de Grasse et Enedis, convention tripartite, et la ville de Grasse autorisait Enedis à nous confier l'ensemble des consommations, des données d'Enedis pour voir bâtiment par bâtiment ce que les bâtiments consommaient. Et ça permettait de voir, pour la ville de Grasse, la priorité des réhabilitations thermiques à mener sur ces bâtiments pour voir les bâtiments les plus énergivores. Et dès qu'on a cette donnée, ensuite c'est assez facile de travailler sur un bouquet de travaux pour voir quels sont les bâtiments les plus énergivores, pour savoir comment on peut réduire un peu de cette facture énergétique. Et là, on travaille sur un mode de financement qui est tout à fait original, c'est ce qu'on appelle l'entracting. Alors l'entracting, c'est quoi? C'est on met à disposition une somme d'argent
Ce n'est pas un prêt, c'est une avance que l'on fait à la collectivité locale à des taux tout à fait compétitifs, puisqu'on est à peu près sur du 0,25%, parce que derrière, il y a une cession des certificats d'économie d'énergie. Et cette avance, elle est remboursée uniquement grâce à l'économie d'énergie réalisée. Elle n'est pas remboursée au budget principal, elle est remboursée uniquement grâce à l'économie d'énergie réalisée sur l'ensemble des bâtiments d'une habitation. Et c'est ça qui est original, en fait. C'est une première convention, j'imagine qu'il y en aura certainement d'autres dans la région, avec d'autres collectivités. On espère, on travaille déjà beaucoup avec un certain nombre de collectivités locales, et ce qu'on souhaite faire également, ce qu'on a produit avec Enedis, on voudrait le faire avec GRD Gaz, de façon à avoir les données aussi, consommation de gaz sur l'ensemble des bâtiments publics, pour permettre à la collectivité de faire un choix, une priorité finalement, de sa politique de réhabilitation de son patrimoine. D'accord. On parlait de collectivité, je me tourne vers Sandrine Cossera, maire de Volonne, conseillère départementale des Alpes de Haute-Provence. Alors, avec un budget communal contraint, vous avez réalisé un écoquartier comprenant des équipements publics et des logements. Et lors de la préparation de cette table ronde, vous disiez que quand on a un projet qui a du sens pour un territoire, il trouve son financement. Comment avez-vous fait, tout simplement ? Effectivement, donc nous avions dans le village de Volonne besoin de recréer des services, besoin de rénover nos bâtiments, besoin de recréer des espaces où les habitants finalement développent des projets ensemble. Et du coup, la démarche que nous avons choisie pour recréer ces espaces pour vivre ensemble, c'est celle de l'écoquartier. Bien sûr, avec une commune qui n'avait pas forcément des gros moyens et avec un programme qui était ambitieux, puisque ce sont 22 logements sociaux en lien avec le bailleur social Habitation de Haute-Provence. La création d'une maison de santé, 440 mètres carrés dans un village de 1700 habitants, c'était un gros projet. La création d'un réseau de chaleur pour que plus aucun des bâtiments de la commune ne se chauffe au fioul, mais qu'on soit tous les bâtiments sont raccordés sur un réseau de chaleur bois gaz. Et puis l'agrandissement de la crèche, enfin un grand nombre, et les aménagements aussi des espaces publics. C'était un projet ambitieux sur lequel, n'ayant pas des gros moyens, nous avons dû solliciter les financeurs et ils ont tous répondu présent. Ça a été une trentaine de dossiers que nous avons déposés. Nous avons été les voir. J'ai le souvenir de ce rendez-vous avec notre correspondant de la Banque des Territoires qui lui-même a mis la barre haut en nous disant « mais vous avez prévu sur les bâtiments publics de faire de la haute qualité environnementale, vous avez prévu d'atteindre un niveau BDM qu'on a finalement atteint en niveau or. Mais nous, ce qu'on veut, puisqu'on veut vous financer, on aime votre projet, c'est que les logements sociaux, on veut aussi qu'ils atteignent ce niveau. » Donc ça a évidemment induit beaucoup d'échanges avec le bailleur qui a, pareil, compte tenu du sens du projet, souhaité pousser aussi son propre projet. Tout ça dans un contexte écoquartier, avec le label écoquartier. Ensemble, nous avons coché toutes les cases. Nous avons bénéficié d'une ingénierie très forte de l'ensemble des partenaires. Tout le monde a été présent, depuis l'Europe, l'État beaucoup, la région beaucoup, le département, la Banque des Territoires. Et ensemble, évidemment, une ingénierie financière assez pointu, nous avons réussi à financer l'ensemble de ces travaux et donc sur un mandat, puisqu'on a démarré la conception en 2015 et nous avons inauguré en 2019 l'ensemble de ces travaux. Donc mené tambour battant, mais parce que le projet avait du sens et il a emmené avec lui à la fois les habitants, la collectivité et l'ensemble des financeurs. Une très belle aventure. Une double reconnaissance de la part d'Environbat BDM. Quelles solutions innovantes avez-vous retenues ? Il y en a eu de nombreuses. J'ai expliqué la question déjà au niveau de l'ingénierie financière. Ça a été assez innovant et d'ailleurs avec une intervention toute particulière de la DGFiP qui est venue faire une analyse prospective pour vérifier qu'en fait le projet tenait dans le temps et même
de par sa conception et le fait qu'on crée de l'attractivité, qu'on faisait venir. Aujourd'hui, la maison de santé, par exemple, est pleine. Hein, on doit même faire une extension. Et du coup, il y a un autofinancement qui s'opère, hein, par les loyers que payent les professionnels de santé. Vous voyez, on est dans cette démarche. Et parce qu'on a fait du très qualitatif, le bailleur social est ravi. Il n'y a presque pas de turnover. Les gens restent parce que nous avons fait du bâtiment à très haute qualité environnementale. Donc, je pense que là, on a innové en ce sens-là. Et puis, on a aussi créé des espaces qui sont très, très qualitatifs et qui aujourd'hui génèrent de la part des habitants l'envie de participer en fait à la vie de ces espaces publics. Et donc, des jardins partagés, le poulailler collectif, la gratuiterie. Enfin, dans la vie de nos villages, quand je vous parlais que la finalité, c'était de créer du vivre ensemble, eh bien, on a réussi cet objectif. Et dans les bâtiments, on a aussi innové énormément en utilisant aussi des outils comme le PUP, le projet urbain partenarial, qui nous a permis de financer, de cofinancer avec le bailleur social des espaces publics partagés. Parce que quand on a du stationnement qui sert la journée pour la maison de santé et le soir pour les habitants, on n'est pas obligé de multiplier les places de parking. Donc on a, en mutualisant, réussi à être efficace dans notre aménagement. Donc le PUP, les groupements d'achat, on a réussi à avoir un coût au mètre carré sur l'ensemble de l'opération qui est le coût habituel d'un logement, je dirais, classique, et pour lequel nous avons eu des bâtiments à très haute qualité environnementale. Donc en fait, ce qui fait la particularité, je crois, de l'opération, c'est l'esprit dans lequel on l'a mené, cet esprit de mutualisation, de faire travailler les parties prenantes ensemble pour que chaque euro soit utile, et voire très utile. Et je pense aussi que c'est ça qui avait convaincu nos investisseurs et qui fait de cette opération une opération remarquable. Richard Clonier, je voulais faire réagir sur ce qu'a dit Madame Cosra tout à l'heure. La Banque des Territoires, ce n'est pas seulement un financeur, vous avez challengé un peu la commune aussi. Encore une fois, merci pour votre témoignage, parce que ça montre qu'une commune de 1700 habitants, on fait beaucoup de choses. Un écoquartier avec à la fois des logements, de l'équipement public, un réseau de chaleur. Et non, on n'est pas simplement un financeur, on aide, on a de l'ingénierie, vous l'avez dit, Madame le maire, on apporte de l'ingénierie aux collectivités locales pour passer, moi j'aime bien une phrase, c'est de passer de l'idée au projet. Voilà, c'est ça en fait l'ingénierie de projet. Ça nous permet vraiment de passer à l'étape suivante. Et là, je suis content parce qu'en 4 ans, finalement, vous avez réussi à mener un écoquartier de qualité. J'ai bien compris qu'il y avait l'extension de la maison de santé, et donc on viendra vous voir pour travailler sur ce sujet. Monsieur Chenevard, comment abordez-vous l'approche écoquartier au niveau d'une grande collectivité et sur un plan un peu plus général, quels sont vos comportements vertueux à l'image de la thalassothermie déployée dans l'habitat et le tertiaire à la Seine-sur-Mer? Je pense que ce que Madame le maire vient de décrire s'applique exactement de la même façon sur un territoire où la densité humaine est plus importante. Exactement. Il n'y a rien à retrancher ou à ajouter sur la façon dont on peut concevoir, la façon dont on peut mettre autour de la table tous les acteurs pour faire que, in fine, on ait un projet comme ça, qui ensuite est un projet qui peut avoir de l'extension. Vous en faites la démonstration. Sur notre territoire, la spécificité, c'est qu'on choisit aussi, d'ailleurs c'est le cas de la plupart des écoquartiers, de traiter les environnements et de faire en sorte, par exemple, que lorsqu'on fait un écoquartier, on peut parler de celui de Chalucé ou de celui de Fontpré, on a aussi, par exemple, sur les infrastructures à l'extérieur, une attention particulière. Les enrobés, c'est tout bête. L'enrobé qui est mis sur un revêtement, c'est un enrobé qui aujourd'hui est clair, c'est-à-dire que sa couleur, contrairement à ce qu'on voit tout le temps, c'est plus du noir, c'est du clair. Pourquoi c'est du clair? Parce que ça fait baisser de 2 degrés la température, et en plein été, on en a vraiment besoin. Il a un deuxième avantage, c'est qu'il est aussi isolant phonique, il fait baisser de 30% le sentiment du bruit. Donc un écoquartier, c'est aussi les infrastructures qui permettent, par exemple, d'y arriver en vélo, qui permettent, vous parliez, monsieur le directeur, tout à l'heure, des bornes de charge et du déploiement des bornes de charge. Eh bien, on a 300 prises qui sont en déploiement, on en a déjà installé 90 et on continue à développer ça.
Et puis vous avez évoqué, M. Réal, la thalassothermie. Ben oui, quand on vit au bord de la mer, il y a un certain nombre de choses qu'il faut utiliser. On a, il y a quelques années, choisi de faire de la mer un atout et plus une frontière naturelle. Et donc pour les transports, on a mis en place le réseau de bateaux-bus. Et il faut poursuivre. Et là, pour le coup, utiliser la thalassothermie, c'est-à-dire l'eau, pour faire un réseau de chaleur ou un réseau de froid, c'est évidemment quelque chose qui permet, en plus, de faire baisser la facture d'à peu près 20% par rapport à l'énergie traditionnelle. C'est le cas à la Seine-sur-Mer, où nous avons un réseau de thalassothermie, et ce réseau alimente par exemple le casino et 400 logements qui sont à côté, et l'extension, naturellement, est possible. Donc, chaque territoire est un territoire qui doit imaginer son avenir, son développement harmonieux pour demain, mais en fonction de ses points de force et peut-être même en utilisant ses points de faiblesse. Et ça permet effectivement un développement harmonieux. Avant de donner la parole à Martial Aubry, qui est le directeur général de Varhabita, je voulais revenir avec vous, Richard Curnier, sur l'habitat qui est en première ligne de vos missions. La Banque des territoires et la Banque des bailleurs sociaux, vous financez un certain nombre de projets de construction, mais quel regard vous portez dans ces projets sur la partie rénovation thermique, sur des initiatives un petit peu nouvelles en termes de production d'énergie ou autre? Bon, il y a beaucoup effectivement d'initiatives qui sont portées, mais je crois qu'on va laisser la parole après à Martial Aubry, qui a quand même une expérience significative sur justement à la fois de la production grâce à de la toiture photovoltaïque et puis des sujets peut-être de réhabilitation thermique. Mais sur la partie financement, nous sommes un financeur, donc on met en place des dispositifs financiers, des taux bas sur du long terme. Donc c'est ça notre spécificité par rapport à une banque. Donc, et puis on a des dispositifs de renforcement de haut de bilan aussi pour permettre aux bailleurs sociaux justement de réhabiliter beaucoup plus vite et d'accélérer ce processus de réhabilitation thermique. Martial Aubry, bonjour. Vous êtes je le disais, vous êtes directeur général de Varhabita, qui est l'un des plus importants offices de l'habitat social du département. Votre engagement en faveur de la transition énergétique passe par la rénovation dans le cadre de l'entretien permanent d'un parc de plus de 15 000 logements et par la construction avec la production de 300 à 400 logements par an à peu près. Expliquez-nous comment vous réalisez et vous financez ces différents projets en matière de rénovation, d'entretien des bâtiments, de projets aussi innovants. Bien sûr, effectivement, c'est une préoccupation majeure et de tous les jours, là, depuis quelques années, de l'entretien du parc, la mise à niveau du parc et le développement du neuf. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a deux sujets majeurs. La mise au niveau du parc existant, on a des normes qui nous l'imposent. Mais nous, à Varhabita, l'approche que l'on veut avoir, ce n'est pas se contenter des normes, c'est aller au-delà. Et surtout, avoir toujours là en tête que cela doit avoir un impact sur les charges des locataires. Et pour ça, il faut bien réfléchir au dispositif. Je me reconnais un petit peu, je suis assez admiratif, Madame le maire de Vologne, de votre écoquartier, parce que je connais les ambitions de la norme BDM. C'est quand même, vous avez placé là-bas haut. Et ce que je constate, c'est qu'il faut mener ce projet, il faut un pilote et il faut le mener avec passion. Vous l'avez clairement. Et ça, je crois qu'il faut qu'on se le dise. On en a autour de la table des gens qui connaissent leur sujet et qui les mènent avec passion. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors nous, à notre niveau, on essaie de le faire. Alors juste pour cadrer déjà peut-être un petit peu avant, de dire le parc social, il est déjà plutôt bien performant par rapport au parc privé. Pourquoi ? Parce que vous avez des acteurs publics plutôt gros et structurés, avec des financeurs et des financements spécifiques qui nous permettent d'aller facilement dans cette mise aux normes. Cela dit, donc je vous dis, après, qu'est-ce qu'on fait et comment on choisit ? Pour parler de l'existant, donc je vous le disais, on fait des mises aux normes très simples. On isole nos bâtiments par l'extérieur. Ça a un coût qu'on connaît, qu'on maîtrise, et ça a un impact direct sur le chauffage de nos locataires, sur les charges de chauffage. On est très attentif à ça. On est très aussi vigilant à ne pas mettre en place des systèmes qui ne soient pas éprouvés. On a eu par le passé, ça c'est important, je crois qu'il faut le dire, on est allé dans des voies, nous les bailleurs en général, ou les opérateurs, qui se sont révélés économiques sur le papier et qui, en termes de charges de fonctionnement ou de coûts d'entretien, gommer complètement cet aspect-là. Et ça, on lutte contre ça. Et ça, je pense qu'il faut qu'on l'ait tous en tête, parce que l'objectif, c'est vraiment aussi c'est bon pour la planète, c'est bon pour nos locataires qui sont souvent des ménages modestes. Donc on a éliminé un certain nombre de dispositifs un peu entre guillemets exotiques qui ne permettaient pas d'avoir ces deux volets-là.
On ne fait pas du clinquant, en gros, on fait du pérenne. Je vais vous prendre un exemple sur le Pradet qui est très concret, qu'on mène avec la mairie du Pradet, qui est une opération, et la ville de Toulon qui est sur un autre volet, mais qui est très innovant. C'est le projet Thermovolt et Enerloop. Sur une résidence d'environ 200 logements au Pradet, on équipe 2 panneaux photovoltaïques de dernière génération. C'est un financement européen avec des fonds européens qui va permettre de réaliser de l'autoconsommation. Et ça, c'est assez nouveau maintenant pour les logements, les parties communes. Et s'il y a un excès de production, c'est reversé dans le réseau public. L'intérêt, donc là, baisse des charges des locataires immédiate et éventuellement même un petit gain si, à certaines périodes, on a un surplus de production. Ça, c'est bien et c'est immédiat. Et sur le projet Thermovolt, nous allons équiper une partie des logements de cette résidence, tous les équipements électriques, les machines à laver, les frigos, etc., de petits capteurs qui vont apprendre à fonctionner de façon intelligente pour comprendre comment les locataires ont besoin d'énergie quand ils en ont besoin. Ça leur permet aussi de les piloter à distance pour essayer de faire baisser la consommation au quotidien. Tout ça, ce sont des dispositifs que l'on met en place, que l'on suit, et en fonction des résultats, on les développe ou on ne les développe pas. C'est aussi un peu l'idée des expérimentations. Et la convention qui est renouvelée avec la Banque des Territoires est devenue déterminante pour vous dans la conduite de ce type d'opération ? De toute façon, là, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement sur 10 ans. On ne serait pas en mesure de les financer sur nos fonds propres, c'est clair. On a besoin d'opérateurs, la Banque des Territoires. L'intérêt, en plus, c'est qu'on se connaît par cœur, quoi, j'ai envie de dire. On finance plus de 80% de nos opérations neuves avec des prêts issus de la Banque des Territoires. Et dans cette production neuve, important de le dire, donc on est soumis à des réglementations thermiques. On va systématiquement à moins 20% de la RT 2012, qui est la dernière norme aujourd'hui en vigueur. Donc en gros, on est déjà prêt pour le saut d'après et on essaie toujours d'optimiser. Ça, c'est notre responsabilité. Sur la période 2021-2030, sur la production neuve, on est sur quelque chose de l'ordre de 380 millions d'euros d'investissement. Donc on aura besoin, bien évidemment, de se faire financer et de renouer des partenariats même au-delà de ce qu'on a actuellement. Oui, Richard Clonier, peut-être dans le cadre du plan de relance, le volet transition énergétique est important. Redire un mot, peut-être, si vous pouvez redire un mot sur la façon dont la Banque des Territoires accompagne le volet rénovation énergétique, la rénovation thermique et les énergies nouvelles. Oui, alors on intervient à la fois, j'ai envie de dire, dans 2 axes. D'une part, en tant que prêteur, et Marcel Aubry l'a très bien indiqué. Et c'est là, il a dit 380 millions d'euros sur une période de 10 ans. Donc, forcément, nous, on sera aux côtés de Var Habitat, naturellement, mais on a cette spécificité de travailler avec l'épargne des Français. Cette épargne des Français, c'est le livret A. Vous savez qu'il y a une surcollecte qui est à cause, malheureusement, des périodes de confinement. Dans cet argent, on le transforme sur des durées de long terme. Donc ça, c'est un premier élément, c'est du financement bonifié, du financement qui n'est pas cher, parce que forcément, on est dans l'intérêt général, on est dans la transition écologique énergétique. Et puis, ça, c'est notre casquette de prêteur, et puis on a une casquette d'investisseur, dans le plan de relance, où on a travaillé, notamment avec la Chambre de commerce et d'industrie, pour cette station d'avitaillement, et on essaie de plus en plus de travailler avec des acteurs privés pour développer ces nouvelles énergies, ces énergies de demain. Stéphane Guédon, la CCI du Var est propriétaire de bâtiments tertiaires, comme ceux de la Grande Tourache. Avec quelle doctrine éco-responsable ? Alors là, j'aimerais dire trois choses différentes. La première, c'est que la Chambre de commerce et d'industrie, avec les autres chambres du réseau, s'est mobilisée dans le cadre du plan de relance dont vous parliez à l'instant, pour accompagner les entreprises. Dans la transition énergétique, il y a un certain nombre de dispositifs prévus, je pense notamment au dispositif tremplin avec l'ADEME, mais il y en a bien d'autres avec la DDTM. Donc l'idée, c'est d'accompagner les entreprises industrielles, les entreprises de notre territoire, justement dans ces nouvelles possibilités de transition énergétique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a eu l'expérience, puisqu'on a eu 2 bâtiments que l'on a fait ou rénové. Le premier, c'est à Chalucé, on en parlait à l'instant. Grâce à la Banque des Territoires, on a bâti donc un immeuble pour notamment Catch Business School, et il s'est fait entièrement avec tout ce qu'il y a de plus moderne en termes énergétique. Donc c'est un premier exemple. Nous avons également rénové l'école La Deuxième Chance à la Tourache, dont on l'évoquait, qui est aujourd'hui pilotée par l'Union patronale. Et on a entièrement rénové ce bâtiment pour le mettre également aux normes énergétiques et permettre, on parlait tout à l'heure du social, à ces apprenants d'école Deuxième Chance de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Et puis, troisièmement, il y a l'avenir.
Et on parlait de la Grande Tourage, effectivement, de ce campus de la compétence, de la formation, dont on a l'ambition qu'il devienne aussi, comme toujours en fait dans notre histoire, être innovant, aller devant les nouvelles formations. Je pense notamment, nous sommes en train de développer un projet de formation au métier de l'hydrogène, parce que utiliser l'hydrogène, c'est pas comme utiliser autre chose, il faut former les gens. Donc on a ce dispositif qui est prévu, qu'on a appelé IVAR. Et puis on voudrait, grâce notamment aux fonds européens, il y a des fonds qui existent, être très innovants pour justement rénover, construire des bâtiments qui soient aujourd'hui complètement en adéquation avec les nouvelles normes environnementales. Et donc, avec ce territoire aussi qui a cette particularité d'être un territoire où il fait bon vivre, où la nature est présente en même temps que l'industrie. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a envie effectivement de mobiliser toutes les sources à notre disposition, de la Banque des territoires, des fonds européens, des fonds régionaux, de la métropole, pour pouvoir effectivement aujourd'hui avoir des outils performants et en même temps respectueux de l'environnement. Peut-être Stéphane Guédon parlait de Chalucé, par un certain nombre de projets. Peut-être comment est-ce que la Banque des territoires était présente dans certains de ces projets et parler aussi d'autres accompagnements, d'autres écoquartiers en PACA que la Banque des territoires fait. Oui, en fait, c'est pas très différent, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'écoquartier de Vologne, c'est-à-dire que nous sommes intervenus en ingénierie et puis sur cette opération en particulier, pour laquelle on est très fiers, justement, d'être associés à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc nous sommes intervenus avec notre activité d'investisseurs. Nous avons créé une société ensemble avec la Chambre de commerce et d'industrie et un acteur vers aménagement développement, qui est un aménageur, pour travailler sur ce bâtiment qui est hors norme, qui est très intéressant. Voilà, ça fait partie des sujets de la Banque des territoires. Nous sommes un acteur de long terme avec un ADN projet territoire qui ressemble encore une fois à celui de la Chambre de commerce. Et c'est pour ça que nous sommes associés et on a encore beaucoup de choses à faire. Peut-être d'autres mots sur d'autres réalisations que la Banque des territoires va accompagner, d'autres écoquartiers en dehors des Alpes de Haute-Provence ou du Var. Oui. Une génération qui est en train de sortir, sur lesquelles les collectivités locales doivent proposer des projets. Et là, il va y avoir des grands sujets justement d'aménagement sur des collectivités. Et c'est aujourd'hui, en ce moment. Donc là, j'ai envie de dire un message à l'ensemble des internautes qui nous suivent, de regarder précisément le cahier des charges du PIA 4, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent à récupérer sur des nouveaux démonstrateurs. On mettra le lien sur notre chat et puis on en parlera dans le compte rendu qu'on fera aussi dans notre journal. Il est quasiment 15h45, il va être l'heure de prendre quelques questions des internautes puis de poursuivre ce débat avec les internautes. Peut-être une première question de la part des internautes qui nous suivent depuis tout à l'heure, par notre journaliste Esther Griff qui les récupère depuis tout à l'heure. Alors bonjour à tous. Donc oui, on a une première question de Sabine sur le sujet de l'hydrogène. Quand le consommateur lambda va-t-il être concerné ? C'est Stéphane Guédon. Sur le consommateur lambda, en fait, c'est deux choses. Soit il va pouvoir utiliser des outils collectifs, parce que Monsieur le Vice-président peut parler, c'est-à-dire des transports en commun. Il y a des navettes aujourd'hui maritimes qui sont quasiment prêtes à avoir du public. On a vu il y a quelques jours un bâtiment qui existe, qui a l'énergie hydrogène, où les gens peuvent effectivement l'acheter. Ils peuvent l'acheter aujourd'hui, on peut passer commande de ce bateau. Il y a des véhicules aujourd'hui à l'hydrogène, on en a un sur le port de commerce, un véhicule qui roule à l'hydrogène, donc il y a déjà des applications. Ça, c'est la réalité. Après, le grand public, si la question c'est le grand public, ça se fera progressivement, et en fait c'est une énergie qui va se développer avec l'usage. Plus il y aura de consommateurs, plus le coût unitaire baissera, plus il y aura de stations de distribution. Notre rôle ici, autour de cette table, si je puis dire, c'est d'initier ce mouvement. Donc le grand public, le public peut utiliser aujourd'hui des réalités à l'hydrogène, mais bien évidemment, c'est en plein développement. Yannick Schoenbar, en tant qu'élu de la ville de Toulon et de la métropole. Le sujet, comme le disait Monsieur le Directeur, c'est de passer... Alors là, on est passé déjà sur la première étape de la pensée à l'action. Première étape. La deuxième étape, c'est de faire en sorte que monsieur ou madame tout le monde puisse démarrer sa voiture le matin et rouler à l'hydrogène. Il y a déjà dans le monde des véhicules légers qui roulent à l'hydrogène. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de réussir le passage du
comment est-ce qu'on produit à base d'électricité ou de gaz vert ou un certain nombre d'autres éléments capables de produire de l'énergie, comment est-ce qu'on produit de l'hydrogène, et une fois qu'on a cet hydrogène, comment on distribue l'hydrogène. C'est un peu la même chose que ce qui est en train de se passer, vous le disiez monsieur le directeur, sur le développement des bornes de charge électrique. On a aujourd'hui les vecteurs, c'est-à-dire les voitures, ou les bus par exemple. Il faut les brancher. Pour les brancher, il faut qu'on ait un réseau de stations-service électriques à l'échelle du territoire qui fasse qu'à un moment donné, on ne se pose plus la question de savoir où on va charger. Et bien pour l'hydrogène, ce sera pareil. Et plus les collectivités, l'État sera dans l'investissement et de l'engagement, et notamment avec la Banque des territoires, et plus nous serons en situation de développer des modèles économiques qui permettront d'atteindre l'objectif. J'avais une question aussi, toujours sur le même sujet. Richard Curnier, Yannick Schoenvar, Stéphane Guédon, vous représentez une collectivité, la Banque des territoires, une chambre de commerce. Vous êtes tous les trois partenaires, plus un industriel, sur ce projet hydrogène. C'est assez innovant. Est-ce que c'est unique à votre connaissance et comment vous avez travaillé tous les trois ensemble? Sur le Var, sur le territoire métropolitain, c'est toujours facile. C'est toujours facile parce que les gens sont habitués à travailler ensemble. Et Madame le maire le disait tout à l'heure, quand tout le monde se met autour de la table, on avance et on avance vite. Tout le monde se comprend. Et donc, ces projets-là, moi je me rappelle des premiers rendez-vous et des premières réunions que nous avons tenues il y a maintenant 3 ans, à peu près, sur le sujet de l'hydrogène et sur la façon dont on pouvait développer la mobilité sur ce territoire avec de l'hydrogène. On était déjà autour de la table. Et c'est pour ça que ça avance bien. C'est un état d'esprit positif. Alors on a une question de Marc ensuite, donc qui salue tout le monde. L'électrification des quais est une bonne avancée, mais est-ce que cela ne nécessite pas une mutation globale de la filière maritime, y compris au niveau de la construction des navires? Évidemment, hein, la réponse est dans la question, mais c'est en cours. C'est en cours, c'est-à-dire déjà par les normes qui sont imposées dans le port, les bateaux doivent se mettre aux normes requises pour pouvoir continuer à rentrer dans les ports. Donc ils sont en train, effectivement, alors les nouvelles constructions, bien évidemment. On parle aussi du verdissement des navires, c'est-à-dire qu'ils changent ce qu'on appelle les creuberts, c'est-à-dire le traitement des fumées, les nouveaux sources d'énergie, même le fuel est retraité, c'est plus léger. Donc il y a aussi des techniques de réduction de vitesse qui permettent d'économiser. Enfin, toute effectivement la chaîne aujourd'hui est mobilisée. Alors bien sûr, ce sont des investissements lourds, et donc il faut un peu de temps, mais tout, que ce soit dans les constructions nouvelles ou dans les rénovations des navires, toute la chaîne aujourd'hui le fait. Alors elle le fait parce qu'elle est obligée, bien évidemment, grâce du fait des normes. Elle le fait aussi parce que, comme disait, je crois, monsieur le vice-président tout à l'heure, ça paye lorsqu'on investit dans une énergie, enfin dans un modèle qui est demandé par le consommateur, au final ça paye. Donc oui, il faut des changements profonds de filière, et oui, ça a commencé. Si vous me permettez, c'est aussi parce qu'à l'échelle mondiale, il y a une vraie prise de conscience. Ça a commencé en haut, au nord, puisque des ports comme la Suède, de pays comme la Suède, etc., sont déjà rentrés dans cette logique pour faire en sorte que ce qui navigue là-haut soit dans une norme qui n'était pas encore la nôtre en Méditerranée. Et puis petit à petit, la Floride s'y est mise. On a aujourd'hui des normes qui sont en phase de développement, j'allais dire, à l'échelle internationale. C'est un peu comme si on revenait très en arrière, la fameuse convention de Montego Bay sur la navigation. Et ben c'est à peu près ça. Et petit à petit, on ne pourra pas naviguer si on n'est pas dans ce cadre qui permet effectivement de naviguer propre. On a un exemple pas très loin d'ici, à Marseille. CMA-CGM a commandé il y a maintenant un certain temps, puisque le premier a été livré, je crois, des méga porte-conteneurs qui fonctionnent au gaz. Oui, donc une nouvelle question de Pascal. Pensez-vous que ces avancées au niveau de la transition énergétique vont changer la ville? Alors peut-être en 2 parties. La première partie pour Sandrine Cosra pour une commune, et la deuxième partie pour Yannick Schoenvar pour une métropole. Oui, donc là, effectivement, aujourd'hui, l'aménagement d'une commune, quel que soit, ou d'un quartier, ne se pense plus comme elle se pensait avant. On a un gros travail actuellement, je crois, aussi avec les maîtres d'œuvre, parce qu'en fait, il s'agit
qu'il s'imprègne pleinement de l'aménagement durable, hein, quand on parle de la désimperméabilisation, de la problématique des îlots de chaleur avec de la revégétalisation de la commune. Donc aujourd'hui, on est en train de changer, à la fois on a vu les mobilités avec des mobilités propres, mais aussi on repense tous les revêtements de sol, la mutualisation des espaces, la plus de place aussi à des mobilités douces. Et je crois qu'il y a une véritable transformation. Par contre, c'est comme sur cette filière de l'énergie, il faut que toutes les parties prenantes en fait, se mettent autour de la table, se fixent des objectifs communs et travaillent ensemble. C'est aussi beaucoup de formation, puisque nous avons le vice-président à la formation, beaucoup de formation pour penser de façon nouvelle les aménagements. Dans la ville, la stratégie, c'est aussi de vivre dans une ville apaisée. Une ville apaisée, c'est une ville dans laquelle, par exemple, le véhicule électrique ne fait pas de bruit, le véhicule qui roule à hydrogène ne fait pas de bruit. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est une ville apaisée parce qu'on va, par exemple, avoir un air frais l'été, parce qu'on aura fait des puits canadiens, enfin un certain nombre de choses, sans avoir forcément à mettre en place de climatisation. Et c'est une ville apaisée aussi parce qu'on fait attention à tout ce que l'on consomme. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais souvent on parle beaucoup de ce qui se voit à la surface et on oublie souvent ce qui est en dessous. Quand vous ouvrez le robinet, par exemple, vous êtes content d'avoir de l'eau au robinet. Mais pour avoir de l'eau au robinet, d'abord il faut qu'elle arrive au robinet, il faut que vos canalisations ne soient pas percées, et donc il faut faire des investissements de long terme, parce que si vos canalisations ne sont pas percées, eh l'eau, la ressource, qui est une ressource extrêmement rare, elle ne va pas s'en aller dans la nature avant d'arriver au robinet. Je vous donne un seul exemple. Nous, il nous a fallu un peu plus de 10 ans pour arriver à un taux de rendement de 80% sur le réseau d'eau toulonnais. 10 ans d'investissement, mais aussi 10 ans pendant lesquels on a ouvert des voiries, on a fait des tranchées, on a cassé les pieds aux gens. Donc, quelque part, ce sont des stratégies de long terme. Et donc, la ville durable, ou le village durable, ou la commune moyenne durable, c'est ça. C'est un ensemble. On va continuer à prendre des questions. Peut-être une réaction de... Allez-y, Martial, oui. Oui, parce que c'est important, la transition énergétique. Et est-ce que ça fera des villes de demain seront différentes? Oui, mais je crois qu'aussi, il faut qu'on ait en tête que les projets d'aménagement tels qu'on l'a vu à Vologne, et nous, à Var-Habitant, on emmène dans beaucoup de villages ou de petites villes du Var, c'est repenser aussi d'amener des services en proximité, parce que le meilleur, celui qui est le kilomètre qui pollue le moins, le déplacement qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne fait pas. Et donc quand on va retrouver un centre médical dans son village qui va peut-être éviter de faire 30 ou 40 km pour aller dans la ville d'à côté pour consulter, ben ça c'est des économies. On a ramené, et ça les bailleurs sociaux sont des aménageurs, et là nous sommes là pour accompagner aussi dans la durée les villes à réfléchir ça. À Var-Habitant, on le fait beaucoup. Votre projet, il me rappelle certains qu'on mène à Flyos en ce moment, qu'on vient de livrer à Pourrières, pas très loin d'Aix, où on a ramené effectivement une petite supérette. Il n'y en avait plus dans le village, donc un centre médical, même des professionnels de santé avec des spécialistes qui viennent une fois par mois dans des cabinets médicaux, parce que souvent pour aller voir le cardiologue ou le pneumologue, il fallait qu'on aille loin. Donc ça, je pense qu'on a tous à raisonner sur comment on réaménage la ville aussi. C'est pas que des dispositifs techniques, c'est repenser l'aménagement. J'ai envie d'intervenir juste très rapidement, mais pour dire qu'en fait, quand on pense cet aménagement de façon durable comme nous l'avons fait, où l'espace public devient attractif, il y avait quelque chose auquel on n'avait pas pensé, c'est justement l'attractivité que ça génère. Et aujourd'hui, nous avons des commerces qui se réinstallent au village. Nous avons un commerce de produits, une épicerie de produits bio et local chez Mimi qui s'est installé, qui n'était pas prévu, et de nouvelles demandes. Donc aujourd'hui, nous sommes soumis en fait à une sorte de pression pour pouvoir trouver des locaux pour les commerces. Et ça, c'est vraiment pour un maire, c'est un régal. C'est vraiment la finalité du projet, au-delà même de ce qu'on avait pu imaginer, et du bien vivre. On va continuer à prendre une question des internautes. Esther. Alors on a une dernière question d'Emmanuel. Les efforts déployés vous semblent-ils à la hauteur des enjeux pour la planète? Question. Répondre. on va rester connecté encore au moins 1 heure. Peut-être une parole à un élu. Il y a forcément des gens qui vous diront que c'est totalement insuffisant.
Mais compte tenu de ce débat, de ce qui vient d'être dit, je pense que tout le monde a conscience que ça fait maintenant des années qu'il y a des investissements extrêmement lourds qui sont réalisés, que les collectivités et les chambres consulaires et l'ensemble des acteurs sur le territoire se projettent sur la façon dont on veut que nos enfants et nos petits-enfants appréhendent les territoires de demain. Mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas de façon punitive. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde se les approprie. Et que finalement, le dernier kilomètre évoqué par M. le directeur de VAR Habitat tout à l'heure, c'est un kilomètre qu'on va faire à pied ou en voiture. Ou en vélo, pardon. Et si on est en voiture, elle est électrique. C'est aussi la façon dont on travaille sur le tri de ses propres déchets. C'est aussi la façon dont, chez soi, on ferme le robinet pour éviter le gaspillage d'eau. C'est aussi la façon dont on n'utilise pas forcément toujours la climatisation. Donc c'est bien sûr une responsabilité de ceux que les citoyens ont choisis, de ceux qui sont des acteurs sur les territoires. Mais c'est aussi et d'abord la responsabilité du citoyen. Tout commence par sa propre responsabilité. Quelque chose, c'est que, et tout à l'heure on le disait finalement, le collectif c'est important, et il y a aussi le fait que nous sommes des acteurs du temps long, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans l'investissement qui permet d'arriver à quelque chose. Et pour ce qui nous concerne au niveau économique, à la Chambre d'industrie et de commerce, c'est qu'en fait les chefs d'entreprise sont mobilisés chaque fois qu'il y avait un besoin à pourvoir l'économique. Et là, aujourd'hui, ces engagements, ils ont aussi une dimension économique. Et c'est pour ça qu'on peut être optimiste. C'est comme le disait M. le Vice-président, ce n'est pas une punition. C'est aussi un investissement, c'est aussi un engagement à l'avenir. Richard Carniel disait, c'est parce qu'on partage cette idée-là que de toute façon, c'est un investissement qui est payant. Et c'est aussi parce que le monde économique se mobilise que ça peut marcher. Sans doute jamais assez vite, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être optimistes. Monsieur Chénard. Parce que on est toujours en train de considérer que notre pays ferait moins que tel ou tel autre pays. Moi, je veux juste rappeler un indicateur. Il est basique. C'est que quand vous comparez la France et l'Allemagne, et on compare souvent la France et l'Allemagne, et souvent d'ailleurs, quand on compare la France et l'Allemagne, c'est pour dire que les Allemands sont merveilleux. Eh bien, en réalité, pour produire son énergie électrique, l'Allemagne émet 5 fois plus de gaz à effet de serre que la France, dont acte. On s'approche des 4 heures et on s'approche de la conclusion de ces échanges. Peut-être, Richard Cronier, je me tourne vers vous. On a là des acteurs publics-privés qui portent un certain nombre de projets, qui sont assez enthousiastes, qui défendent leur territoire ou leurs entreprises. Vous êtes partenaire de la plupart de ces acteurs. Peut-être un mot de la fin, on parlait d'enthousiasme, d'optimisme. On dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre pour la transition énergétique. Vous êtes un banquier, peut-être un mot là-dessus. Bon, d'abord, je voudrais quand même remercier l'ensemble des participants. Moi, ce que je retiens un petit peu dans tout ça, c'est vrai que les mentalités ont changé. Je veux dire, tout le monde est convaincu aujourd'hui qu'il faut se déplacer différemment, qu'il faut construire différemment, qu'il faut produire différemment. Je pense que tout le monde est convaincu. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, et donc nous, on est prêts à financer les projets. Mais ce que je voudrais retenir, 4 éléments quand même, si vous permettez. D'une part, ce que vous avez dit, Monsieur le Vice-président, c'est une stratégie de long terme. Et vous avez employé à plusieurs reprises le mot long terme. Et je veux dire, c'est une politique publique, elle s'inscrit dans la durée, c'est le long terme. Tout à l'heure, Marcel Aubry a parlé d'un plan à 10 ans. Donc, vous voyez, on est dans un sujet de long terme. Deuxième élément, c'est l'écoquartier. L'écoquartier, je trouve que, encore une fois, merci Madame le maire pour votre témoignage, parce que même une commune de 1700 habitants, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des choses très intéressantes sur des jardins partagés, des logements avec des labels énergétiques, ça c'est très important. Donc, vous voyez, on peut aller, n'importe quelle collectivité peut faire à sa hauteur une démarche. Aller au-delà. Aller au-delà, Marcel Aubry l'a dit, aller au-delà des normes. Donc il faut anticiper les normes. Je reprendrai une COP d'avance, un élu régional qui avait dit une COP d'avance. Il faudrait peut-être penser à une deuxième COP d'avance au final, pour rattraper un peu ce retard et accélérer ce processus. Donc aller au-delà de la norme. Et puis un quatrième élément, c'est Stéphane Guédon qui l'a dit, c'est la formation. Je veux dire, la formation. Il nous faut des gens qui travaillent sur l'hydrogène. Il nous faut des personnes qui soient capables aujourd'hui d'installer ces nouveaux systèmes. On parle de thalassothermie, etc. Donc il nous faut de la formation et la Chambre de commerce travaille sur ces sujets-là. Et en tout cas, voilà.
Donc 4 éléments qui me paraissent intéressants pour essayer un petit peu de conclure ce webinaire. Merci Richard. On va rester sur une conclusion plutôt optimiste et je trouve qu'il va bien avec le thème que nous avons abordé pendant cette heure d'échange. Nous avons aussi respecté l'heure des débats. Je voulais remercier la Banque des Territoires d'avoir rendu possible ce club TPBM. Je voulais aussi surtout remercier nos invités pour la qualité de leurs échanges. Merci beaucoup d'avoir participé à ce club TPBM. Remercier aussi toutes les équipes qui ont travaillé à ce direct et à cette table ronde. Je voulais vous dire aussi que vous retrouverez l'intégralité de ces échanges, donc le replay, très prochainement sur notre site internet. Et vous aussi retrouverez ces échanges en compte rendu dans notre journal, donc dans TPBM, de la semaine prochaine. Et donc le club TPBM fait le tour de la région. Nous avons fait une première étape à Marseille. Nous sommes aujourd'hui à Toulon. En octobre, nous changerons un petit peu de décor. Nous nous rapprocherons des montagnes pour aller à Gap, dans les Hautes-Alpes, et pour parler des stations, pour parler de la transition du modèle économique et énergétique des stations de ski, mais aussi pour parler du plan montagne qui est d'actualité. Et nous nous y retrouverons ensemble, Richard Curnier, pour aborder tous ces thèmes. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et donc je vous dis à bientôt pour un prochain Club TPBM.